Que faire des mômes? 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 Eric Couder. Bonjour à tous, bienvenue, c'est Eric Couder. Si vous écoutez Que faire des mômes, c'est que vous cherchez sûrement comment occuper vos enfants. Eh bien, vous avez choisi la bonne émission puisqu'avec mes invités, nous avons la solution pour divertir et occuper toute la famille. Au sommaire de ce nouveau numéro de Que faire des mômes, et comme chaque semaine, je vous dévoilerai ma sélection sortie en famille, les films à voir au cinéma, les spectacles à ne pas manquer et je vous présenterai ma sélection livres. Mes invités aujourd'hui, Dominique Cronier pour Plume, un magazine écologique et bénéfique, Michel Rouget, directeur du musée au parc Alésia, Dany Larry pour Tic Tac, son nouveau grand spectacle à découvrir en famille, le 21 et 22 février au Casino de Paris et en tournée dans toute la France. Cette émission vous est proposée grâce au soutien de nos partenaires, Étoile de Rêve et l'atelier du Futur Papa Bordeaux. Étoile de Rêve, c'est 15 ans d'expérience dans les événements pour enfants. Vous avez un anniversaire ou une fête de famille à fêter ? N'hésitez plus, contactez-nous au 01 45 74 11 23. 01 45 74 11 23. Une équipe de professionnels est à votre écoute sur Paris et la région parisienne, dès la prise en charge de votre demande jusqu'au jour de votre fête. Préparez-vous au bonheur d'être père. L'atelier du Futur Papa Bordeaux vous propose 3 ateliers innovants et dédiés aux futurs et nouveaux papas. Devenez un papa formidable en participant à ces ateliers. L'atelier du Futur Papa Bordeaux, votre partenaire pour une nouvelle vie de famille. L'atelier du Futur Papa Bordeaux, l'art d'être père sans un père. Réservez votre atelier dès maintenant sur atelierdufuturpapa.com. Voici à présent ma sélection sortie en famille. Que faire des mômes? Cette semaine, je vous parle du dessin animé L'extraordinaire voyage de Marona, sorti le 8 janvier, avec les voix de Mera Schmidt et Lizzie Brocheret. C'est l'histoire de Marona, une petite chienne victime d'un accident, qui se remémore les différents maîtres qu'elle a connus et aimés tout au long de sa vie. Par son empathie sans faille, sa vie devient une leçon d'amour. Je vous propose de découvrir la bande-annonce. Comment est-ce qu'une jolie fille comme toi a pu se retrouver ici à garder les poubelles ? Ah, c'est une longue histoire. Si personne n'a de meilleure idée, je prendrais bien un moment pour rembobiner le film de ma vie. Je ne sais pas combien de temps je suis restée avec ma mère. Moi, le 9e chiot. Eh bien, mon garçon, ta mère te manque ? Étrange créature que l'homme. Ah, tu as senti l'odeur, hein ? T'as une maison, toi ? Il faut que je te présente à ma famille petit à petit. J'avais un abri rien qu'à moi. Nous voilà avec une gonzesse de plus dans la maison. Exactement ce qu'il me fallait. J'avais un nom, rien que pour moi. Je vais t'appeler Sarah. Anna. Marona. Et ce cadeau me tombait du ciel tout d'un coup. Je vais te la dresser en moins de 2. Non, je suis très bonne pour communiquer avec les animaux. Chez les chiens, le bonheur, c'est l'inverse de celui des hommes. Nous voulons que les choses demeurent exactement comme elles sont. Les humains, eux, veulent toujours autre chose que ce qu'ils ont. Ils appellent cela rêver. Moi, j'appelle ça ne pas savoir être heureux. L'extraordinaire voyage de Marona, un film à voir en famille. Spectacle à présent jusqu'au 19 janvier, l'ensemble Alma Viva vous propose au Théâtre du Noy à Paris le Carnaval des animaux sud-américains, un spectacle pour les enfants à partir de 7 ans. L'histoire se passe à Rio pendant le carnaval. Les animaux sud-américains sont réunis pour vous proposer leur grande parade festive et humoristique. Écoutons un court extrait.
tout a commencé quand j'étais enfant ici à Rio. Je me souviens que la première fois que j'ai entendu un moustique me demander « Hé, ne bouge pas, j'ai un peu soif, je vais te piquer !» Ça m'a fait bizarre. Là, il m'a saisi et soulevé au-dessus du sol. Waouh! Et Rio, vue d'oiseau, c'est beau. Et ce condor, quelle élégance! Le battement de ses ailes, on dirait du violoncelle. Au moment où le condor est parti, j'ai entendu une belle étrange musique qui m'appelait à entrer sans peur dans la forêt. Excuse-moi, je te laisse. Je suis un serpent si sensible, si tu savais. Tu me parles d'un carnaval. J'irai, si j'arrive à serpenter un siècle jusqu'à Rio. Allez, salut! Puis, enfin, sans haine, il me hennit. Ah, si tu savais! Bon, moi, je n'ai pas le temps de tout te raconter. Le carnaval des animaux sud-américains au Théâtre du Noir à Paris jusqu'au 19 janvier. À présent, dans Que faire des mômes, je reçois Dominique Cronier pour Plume, un magazine écologique et bénéfique. Bonjour Dominique Cronier. Bonjour. Alors vous êtes à l'initiative de Plume Magazine, un magazine écologique et bénéfique. Alors Dominique Cronier, pouvez-vous nous présenter votre magazine ? Oui, donc Plume, c'est un magazine jeunesse autour des éléments eau, air, terre, feu et d'essence. C'est un magazine écologique pour les enfants qui paraît toujours le jour de la pleine lune. Alors pourquoi justement sortir ce magazine le jour de pleine lune ? Quelle est la raison ? Parce que dans l'idée, c'est que je voudrais que ce magazine soit en lien avec la nature. Donc être en lien avec la nature, c'est faire attention à ce qui se passe autour de nous, c'est-à-dire que et décrypter, c'est-à-dire que quand c'est la pleine lune, ben là il y a un regain d'énergie, il y a des choses qui se passent. Donc c'est comme des plantations. Quand on fait son jardin, il y a certaines plantes qu'on plantera à tel moment du placement de la lune, etc. C'est un peu comme de la biodynamie, quoi. Ah oui. Donc je voulais que ce magazine soit vraiment proche de la nature, en lien avec la lune en tout cas. Si on peut faire ça déjà, c'est bien. C'est un magazine de jeunesse de 8 à 88 ans. Hein ? Oui. Ouais. Comment se procurer le magazine ? On peut se le procurer via le site internet de Plume, www.plume-magazine.fr. Sinon, dans des librairies indépendantes dans toute la France, dans des biocoop également en France, et aussi dans des lieux insolites. Lieux insolites, c'est-à-dire un magasin de yoga, un coiffeur qui coiffe naturel, un cabinet de massage, des cafés associatifs, des boutiques vrac, etc., etc. Ouais, c'est sympa comme idée en tout cas. C'est Plume, sympa, ouais. Plume, c'est aussi un magazine Care. Qu'appelez-vous un magazine Care ? En fait, c'est un magazine qui prend soin des enfants. La volonté dans la ligne éditoriale, en plus de l'écologie, c'était que tout de suite, l'enfant, quand il lit ce magazine, il doit se sentir bien. Il faut qu'il ait envie de le feuilleter. Et donc pour ça, on a fait appel à des illustratrices, illustrateurs jeunesse, et puis on est sur un beau papier grammé, et en fait dès qu'on feuillette ce magazine, on se sent bien, parce que si l'enfant se sent bien, bah forcément tout ira mieux autour de lui, quoi. Se soigner, c'est
c'est soigner la terre, et soigner la terre, c'est se soigner. C'est lié, on peut pas dissocier les deux, quoi. Voilà, donc c'était le but premier de ce magazine. Très bien. Ce magazine a une portée également pédagogique, hein. Oui. Parce qu'en fait, tout est décliné, par exemple, sur Plumin, c'est plumes autour des arbres, hein, on est dans la terre, et toute la thématique va être déclinée dans ce magazine, et avec des outils. Il y a un dossier spécifique sur l'arbre, hein, plutôt scientifique, on va dire, mais on a aussi des choses, des recettes, des bricolages plus légères. Comme un enseignant peut vraiment se servir du magazine pour réaliser pas mal de choses dans sa classe. Alors justement, quels sont les sujets, par exemple, que vous traitez dans le magazine ? Donc on en a fait 3 pour l'instant, donc un sur les arbres, un sur l'eau et l'autre sur l'air. Donc à chaque fois, on a des articles de fond sur l'écologie dans ces thématiques. Par exemple, l'air, on va avoir un article sur la pollution de l'air, sur d'où vient l'air, sur les vers de terre qui aèrent le sol. Oui. Voilà, on les appelle les vers de l'air aussi dans cet article. Voilà, par exemple, sur l'eau, on va avoir un article sur les dauphins, nager avec les dauphins, par quelqu'un qui nage, mais en toute bienveillance avec les dauphins. On va avoir un article sur une association qui qui essaie d'interdire le chalutage en eau profonde, hein, parce que c'est une catastrophe écologique. On a un article sur la pollution de l'eau. Voilà. Et autour de ces articles, on a des recettes, on a du bricolage, on a des méditations, on a du yoga. Par exemple, sur l'eau, ça va être en yoga la position du bateau, sur l'air, ça va être la position du papillon, etc. Vous voyez ? Bien sûr. Et puis des méditations, et puis des jeux, des blagues, parce que les enfants, ils adorent ça, les blagues, les jeux, et puis aussi de l'imaginaire. Dans le numéro 3, on a une rose des vents complètement dingue, voilà. Alors ce qui est important, c'est que les articles sont écrits par des personnes spécialistes des sujets abordés, hein. Oui. Je vais chercher des gens qui connaissent très bien les sujets dans chaque thématique. Oui. Alors justement, racontez-moi, puisque vous prenez du temps de discuter et de partager avec ces personnes, hein, justement. Vous les rencontrez, comment vous les découvrez, voilà. Expliquez-moi un petit peu comment ça se passe. Alors il y a différentes routes. Il y a des gens qui viennent à moi, qui adorent le projet et qui disent tiens, moi j'aimerais bien participer, donc ils viennent à moi. Donc après évidemment on prend un temps pour discuter, etc. Il y a aussi des personnes que je vais chercher, que j'ai un bon réseau, et puis aussi je regarde, hein, je circule, je suis curieuse. Donc pareil, c'est des gens que je contacte, et après c'est toujours pareil, on se voit et on discute autour d'un thé ou d'un café. Ouais. Et puis il y a des gens que je connais, hein, tout simplement, qui vont très bien avec ce que je veux, en fait. Très bien. Alors quelques mots maintenant sur le parrain du magazine, qui est le célèbre pédagogue Philippe Mérieux. Oui. Ouais. Donc Philippe Mérieux, c'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel, hein, qui a, je trouve, révolutionné la pédagogie en France. Et donc il a gentiment accepté d'être le parrain de Plume parce que ce projet lui parle. C'est quelqu'un de très écologique. Ouais. Il a une fibre écologiste affirmée, et donc il était complètement d'accord de parrainer ce magazine. Très bien. On va parler un petit peu de vous maintenant, Dominique Cronier. Oui. Vous êtes originaire d'Annecy et installée à Saint-Nazaire. Quel parcours professionnel avez-vous suivi ? Alors j'ai fait différents métiers. J'étais enseignante, j'ai travaillé avec les chevaux. Mon dernier emploi, j'étais responsable d'une bibliothèque en Suisse, à Genève. Ouais. Et puis il y a 3 ans, en fait, j'ai repris des études. Je voulais changer. J'ai fait un DU développement durable. Parce qu'auparavant, j'avais fait beaucoup d'écologie et je voulais valider mes connaissances par un diplôme. Et dans le cadre de ce diplôme, j'ai écrit un mémoire sur pourquoi les enfants sont-ils déconnectés de la nature, ouais. Comment peut-on les relier, et donc j'ai proposé Plume, en fait. Le prototype de Plume a été créé lors de ce mémoire. Est-ce que vous pensez que justement, les enfants perdent le lien avec la nature ? Alors oui, je pense, même si c'est pas conscient ou volontaire, je pense il y a une accélération des choses qui fait qu'on a moins le temps de mettre le nez dans l'herbe ou ailleurs. Hein. Il y a évidemment tous les écrans qui quelque part
font une barrière entre la nature et les enfants et les adultes aussi. Oui. Et donc, il y a aussi un facteur, c'est que pour les enfants qui sont scolarisés, c'est de plus en plus compliqué pour les enseignants de les emmener dehors, etc. Et voilà. Et puis, il y a une culture de la nature, je crois, alors elle revient parce qu'on voit qu'il y a une urgence écologique, mais en même temps, je sais pas, c'est comme s'ils étaient happés par autre chose, et puis voilà quoi. Comment provoquer des reliances chez l'enfant justement? Pour moi, la meilleure méthode déjà, c'est qu'ils aillent dans la nature, quoi. Ouais. Qu'ils aillent dans la nature. Donc ça, c'est toutes les associations de terrain qui jouent leur rôle. Dans ces associations, vous avez par exemple la LPO, la Ligue protectrice des oiseaux, tout ça. Parce que toutes ces associations, elles font des sorties et elles expliquent, et c'est sympa vraiment ce qui se passe dans la nature, l'écosystème, etc. Donc, à mon avis, la première chose, c'est aller dehors, quoi. Une fois qu'on est dehors, après, après, on peut continuer l'initiation par des applis, des livres, etc. Mais ouais, c'est ça, je crois, vraiment. Je voudrais qu'on parle justement de lecture. Les enfants, ils lisent de moins en moins, on est d'accord, hein? Oui, alors ils lisent quand ils sont petits, ça va. C'est après au niveau de l'adolescence où ça bascule, quoi. Oui. Après, je pense qu'il y en a qui lisent encore, mais c'est vrai que ils vont plutôt avoir tendance à être sur les écrans, quoi. Oui. Alors justement, comment redonner aux enfants le goût de lire? Le goût de lire, déjà, c'est de faire envie. Donc ça, c'était vraiment la thématique de Plume. On fait envie, quoi. Parce que pour moi, même si l'enfant il ouvre Plume et qu'il lit qu'un article ou que 3 phrases, c'est gagné. Il a ouvert un magazine et il a mis son nez dans l'article, quoi. Donc c'est de faire envie. Et pour faire envie, déjà, il faut que ça soit accessible. Donc faut pas mettre la barre trop haute. Une fois que l'enfant est happé, là c'est bon, on peut lui donner, on peut le nourrir, quoi. Il faut que ce soit accessible, il faut que ce soit beau, il faut que ce soit ludique, il faut qu'on fasse appel à son imaginaire, parce qu'on a besoin que l'enfant il retrouve son imaginaire, parce que l'imaginaire est assez coupé, ça fait partie de la nature. Je dirais que l'imaginaire est autant coupé que la nature, et pourtant, mais l'imaginaire c'est quelque chose d'exceptionnel. Donc il faut qu'il retrouve ça. Donc il faut, quand il ouvre un livre, il faut qu'il y ait de la couleur, il faut qu'il puisse, son imagination puisse partir. Donc c'est super important. Et il y a tellement de beaux albums jeunesse, il y a tellement de belles choses, il y a tellement de beaux spectacles aussi pour les enfants que il y a de quoi faire quand même. Pour terminer, je voudrais qu'on dise quelques mots sur le projet L'école face aux plus grands défis du 21e siècle, Cap au Nord 2020. Alors, donc pour ce projet, c'est donc des enseignants-chercheurs qui vont emmener 18 enfants au Groenland en juillet 2020. Oui. Avec eux, il y aura donc un explorateur polaire, il y aura qui s'appelle Jacques Moreau, il y aura Eva Lartigot qui est une éthologue, une communicatrice animalière, et il y aura un photographe, il y aura un caméraman. Donc le but, en fait, c'est de sensibiliser l'enfant au dérèglement climatique, de leur faire rencontrer le peuple inuit. Voilà, et ils sont en train de bosser toute l'année sur le pôle Nord en projet pédagogique, avec des livres, tout ce qu'on peut. Il y a des conférences. Philippe Mérieux, il est aussi parrain de cette aventure. Oui. Nicolas Vanier aussi. Voilà. Donc c'est vraiment quelque chose. Là, on est vraiment dans le rapport à la nature, à l'espace, à la navigation, sur cette pédagogie coopérative. Quel sera le rôle justement de Plume Magazine pour cet événement? On va relayer leur aventure. Oui. Et puis dans l'idée, je voudrais créer un hors-série sur l'aventure. Alors Dominique Crony, avez-vous quelque chose à rajouter? Je souhaite une longue vie à Plume. Je souhaite que tous les enfants
puisse être épanoui dans cette vie et se sentir bien dans la nature. Voilà. Très bien. Je vous remercie Dominique Cronier. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci à vous. Plume, le magazine écologique et bénéfique, toutes les informations sur plume-magazine.fr. Dans quelques minutes, votre rubrique livre, mais d'abord je souhaitais pour cette nouvelle année replonger dans les archives de l'émission, puisqu'il y a quelques mois je me suis rendu en Bourgogne, plus exactement à Alise-Sainte-Reine, pour rencontrer Michel Rouget, directeur du Muséoparc Alésia. Je vous propose de réécouter ce grand moment. Bonjour Michel Rouget. Bonjour. Alors vous êtes directeur général du Muséoparc Alésia. Alors quelle est l'histoire du site ? L'histoire du site, j'ai envie de vous dire, elle a déjà plus de 2000 ans, puisque donc on se trouve ici en Bourgogne sur le lieu même de cette fameuse bataille d'Alésia qui s'est passée en 52 avant Jésus-Christ. Et depuis 2012, donc on a ce Muséoparc Alésia, un centre d'interprétation qui donne toutes les clés de compréhension de la bataille, avec notamment une exposition permanente, en extérieur une reconstitution des fortifications romaines. Et puis sur l'oppidum, là où était Vercingétorix au moment de la bataille, on a les restes et les vestiges d'une ville gallo-romaine qui s'est développée au 1er siècle de notre ère. Donc voilà, le Muséoparc, c'est la combinaison et la visite de ce centre d'interprétation, de ce site de vestiges gallo-romains. Et puis, bien évidemment, entre les deux, on a la fameuse statue de Vercingétorix qui a été construite au 19e siècle. Alors que s'est-il réellement passé en 52 avant Jésus-Christ ? Alors en 52 avant Jésus-Christ, donc on est en plein dans la guerre des Gaules, donc c'est ces années de conquête de Jules César de ce territoire. Il fait le pari de conquérir toutes ces tribus celtes et gauloises dans le secteur qui correspond si vous voulez, assez grossièrement à la France, la Suisse, la Belgique actuelle. Et donc, depuis 58 avant Jésus-Christ, il y a plusieurs campagnes, tous les ans. Et en 52, ce qu'il se passe, c'est que on a un chef gaulois, donc Vercingétorix, qui arrive à fédérer un certain nombre de tribus pour justement contrer cet envahisseur romain. Et on se retrouve à Alésia, donc dans un oppidum, une ville fortifiée gauloise, dans laquelle se réfugie Vercingétorix avec ses troupes, et César décide donc de faire le siège de cet oppidum, et donc s'installe, et donc c'est là où on arrive au fameux siège d'Alésia, qui va donc durer à peu près 2 mois. Et qui verra des affrontements entre bien évidemment les deux camps, mais comme c'est un siège, César va faire construire des lignes de fortification pour encercler l'oppidum et pour se protéger ses arrières, parce qu'il va savoir que Vercingétorix va faire appel à une armée de secours. Bref, donc on a des grosses constructions romaines sur site, et puis finalement au bout de 2 mois où les Gaulois n'arrivent pas à prendre le dessus, où les Romains sont aidés par notamment la cavalerie germaine. On va assister, Vercingétorix va se rendre, donc c'est ce qu'on appelle la reddition de Vercingétorix, et à partir de là, César va gagner, et c'est le début de la fin de la guerre des Gaules et de cette conquête complète qui va nous faire entrer dans l'ère gallo-romain. À vous, dieux et déesses d'Alésia, je vous conjure et je vous demande en grâce d'abandonner ces lieux et d'inspirer à ce peuple et à cette armée la crainte, la terreur et l'oubli. Comme nos illustres ancêtres qui ont fait trembler Rome jusque dans son sein, nous nous battrons. Sortez vos épées. Archers, tirez vos flèches à la tête. Chargez dans le sang. Nous porterons la terreur dans le cœur de l'ennemi. Alors Michel Rouget, quels sont les 3 lieux autour duquel le Muséoparc Alésia s'articule ? Alors, on a l'élément central, le centre d'interprétation, donc cette architecture tout à fait contemporaine qui a donc ouvert en 2012 et qui, à travers une exposition permanente, permet de comprendre tous les tenants et les aboutissants, le contexte de l'époque et de savoir comment s'est passé ce siège et cette bataille. Donc, on présente notamment le détail des armements des différents soldats, des techniques de combat, et on fait le lien, bien évidemment, avec tout ce qu'on a pu découvrir à travers les fouilles archéologiques depuis le 19e siècle.
Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, là, il faut revenir un petit peu en 52. César avait fait la promesse que si, en gros, il gagnait, il ne détruirait pas l'oppidum gaulois. Donc, comme il a gagné, il n'a pas détruit l'oppidum. Et cet oppidum gaulois s'est transformé au cours du 1er siècle de notre ère en une ville gallo-romaine. Donc aujourd'hui, on a les vestiges archéologiques d'une ville gallo-romaine, donc avec les restes d'un théâtre, d'un forum, d'un quartier d'habitation, d'un temple, enfin voilà. Et donc du coup, on fait visiter cette partie-là aussi, qui est partie intégrante du Muséoparc Alésia. Toujours sur l'oppidum, c'est Napoléon III qui, au XIXe siècle, avait lancé les fouilles, la première campagne de fouilles, et au bout de 3-4 ans de ces années de campagne, pour marquer la fin de ces campagnes, il a décidé d'ériger une statue à la gloire de Vercingétorix. Et donc, on a, depuis 1865, sur l'oppidum, cette statue tout à fait emblématique du Vercingétorix, cheveux longs, moustachu, qui n'est aujourd'hui, avec ce qu'on sait grâce à l'archéologie, absolument pas compatible avec la tenue que devaient porter les Gaulois. Mais toujours est-il que c'est une image qui a complètement marqué notre imaginaire et qui a aussi marqué l'imaginaire de deux auteurs de bande dessinée célèbres, Uderzo et Goscinny, quand ils se sont emparés d'Astérix, et qui fait que c'est l'image iconique des Gaulois, et que nous, on essaye gentiment à nos visiteurs d'expliquer que c'était forcément comme ça, et que comme en archéologie, par exemple, je vous donne juste cet exemple, on a retrouvé des rasoirs, on peut tout à fait supposer que les Gaulois avaient les cheveux courts et pas forcément de moustache ou pas forcément barbus. Et voilà, donc on essaye de ramener un peu les choses à leur juste vérité, si on peut dire les choses comme ça, grâce à l'archéologie. Alors le Muséoparc est un endroit emblématique, ludique et pédagogique à découvrir en famille, autant pour les petits que pour les grands. C'est un lieu où on peut passer la journée, par exemple ? Oui, on peut passer la journée, et c'est vrai que vous avez raison de souligner le côté pour les grands et pour les plus jeunes. C'est vraiment, je pense que c'était le concept au départ, et c'est vraiment ce qu'on porte avec l'équipe aujourd'hui, c'est de s'adresser au plus grand nombre, et notamment au public familial. Parce que moi, je pense que visiter un musée, c'est un bon moment à partager. C'est se construire des souvenirs en famille. Et donc, c'est vrai qu'on a, par exemple, on a développé des ateliers qu'on a appelés le Muséofab pour s'initier à des techniques artisanales antiques. Et en fait, on ne fait pas d'atelier enfant ou adulte. Tout le monde fait ensemble. Et en fait, c'est génial parce que, voilà, moi, j'en ai suivi quelques-uns, et petite anecdote, voilà, il y avait des ados quand les parents disent tiens, on va faire de la vannerie. Donc vous imaginez la tête des ados qui vont faire de la vannerie, et en fait finalement ils se font, parce que c'est pas si compliqué que ça, ils se prennent au jeu, ils y arrivent mieux que les parents, donc du coup ils charrient les parents, enfin voilà, et ça crée des souvenirs. Et je pense qu'on n'a pas tant d'occasion que ça de se construire des souvenirs communs de famille. Et en tout cas voilà, c'est cette convivialité là qu'on a envie avec l'équipe de mettre en avant au Muséoparc. Et donc en effet, il y a largement de quoi y passer la journée. Si vous visitez le centre d'interprétation, vous pouvez le faire facilement avec l'exposition, l'audio guide, 1h30, 2 heures. Et puis si vous complétez avec du coup la balade autour de la statue, plus la visite des vestiges gallo-romains, oui, il y a de quoi vous occuper dans cette belle région qu'est la Bourgogne. Quelle est l'activité préférée des enfants ? Alors je pense que l'activité préférée des enfants, c'est notre atelier qui s'appelle Légionnaire en herbe ou Guerrier gaulois en herbe. Alors là, en fait, les enfants sont pris par un médiateur de l'équipe qui va d'abord leur expliquer justement la tenue, alors qu'on soit ou côté gaulois ou côté romain, la tenue, l'équipement, comment ça fonctionnait, les techniques de combat. Et après, donc ce qui est là le moment le plus sympathique, en tout cas pour les retours qu'on a des enfants qui participent, c'est qu'on leur donne un petit casque, un petit bouclier et une petite épée, et qu'ils vont dehors à côté des lignes de la reconstitution des lignes de fortification, et qu'ils vont expérimenter les manœuvres ou gauloises ou romaines que on a pu, grâce à l'archéologie expérimentale, deviner. Et donc du coup ils expérimentent la formation de la tortue, ou se rendent compte qu'en effet le bouclier, s'il est une forme un peu ovale, ça permet de se protéger derrière. Enfin voilà, donc toutes ces de manière très concrète, ils se rendent compte de ce que ça peut être. Voilà, donc je pense que c'est vraiment le retour, et ça plaît beaucoup aux parents et aux grands-parents qui du coup font les photos souvenirs de l'enfant
enfants habillés en gaulois ou en romain, donc ça marche très très bien. Merci Michel Rouget, merci beaucoup. Merci à vous pour votre intérêt et au plaisir d'accueillir vos auditeurs. Le Muséoparc Alésia, voilà une visite incontournable pour les familles. J'en profite pour féliciter le Muséoparc, son directeur Michel Rouget et toute son équipe élue double lauréat national des trophées Momart. À présent, c'est votre rubrique livre. Que faire des mômes ? Voici ma sélection de la semaine, Le Pacte des futurs parents de Clarence Thierry et Sylvain Tillon, préface de Madeleine Torrent. Et si on se mettait d'accord sur quelques règles avant de se lancer dans l'aventure ? Fatigue, stress, finances réduites, sexualité inexistante, tâches inégalement réparties ou encore présence excessive de la famille, les sources de disputes après l'arrivée d'un enfant ne manquent pas. Ce qui devrait être l'un des meilleurs moments de votre vie peut vite se transformer en cauchemar. C'est pour éviter les tensions que les auteurs partagent avec vous leur expérience et celle de dizaines de parents. Si vous abordez ces sujets avant qu'ils ne posent problème, il sera plus facile de trouver une solution. Le Pacte des futurs parents de Clarence Thierry et Sylvain Tillon aux éditions Erol. Il est le roi de la magie et revient pour un show exceptionnel en tournée dans toute la France et au Casino de Paris les 21 et 22 février prochains dans son nouveau spectacle Tic Tac, le voyage ultime dans le temps et dans l'illusion. Dan Hilary nous parle du spectacle et ensuite il répondra à mes questions. C'est une espèce de compilation des meilleurs tours que j'ai créés en 40 ans. Les 20 ans des meilleurs moments, dont notamment quelques numéros qui vont sortir de la télévision que j'ai fait une seule fois à la télé chez Patrick Sébastien, et de la grande illusion, mais aussi des choses beaucoup plus intimes, des trucs avec des tours avec du close-up où les gens vont pouvoir découvrir des manipulations retransmises en caméra pour qu'on puisse bien voir ce que ça donne, etc., etc. Donc il y aura beaucoup de choses variées et différentes, mais surtout une très belle histoire d'amour entre un enfant qui rêve de devenir magicien. J'ai mon fameux copain, le personnage blanc avec ses gros yeux noirs. J'ai Valérie, mon assistante depuis toujours, etc. J'ai toute mon équipe. Et en surprise, j'aurai même mon fils qui terminera le spectacle. Je vais parler du temps, le temps qui passe. Le temps, c'est quelque chose de, en même temps, merveilleux et effroyable. À l'instant où je vous parle, le temps est en train de passer. Il passe ce temps. On ne peut en aucun cas, on peut le compter, on peut l'examiner, on peut le contrôler, mais en aucun cas on peut le modifier. On ne peut pas le ralentir ni l'accélérer. Le temps passe. Et c'est cette histoire de temps que j'ai voulu raconter par rapport à toute une vie, parce qu'il m'a fallu toute une vie pour monter ce spectacle. Quel est le numéro que vous avez créé et dont vous êtes le plus fier ? C'est le numéro que j'ai appelé le Gloop, où je m'évade d'un aquarium par la face de devant, un aquarium rempli d'eau, et je pousse, on cache l'aquarium pour préserver le secret avec une bande de lycra, et cette bande de tissu est poussée par mes mains et je me retrouve à l'extérieur. Et à ce jour, personne n'a compris comment je faisais. Et ça, j'en suis très fier. Lorsque vous aviez 8 ans, à quoi vous rêviez ? De devenir magicien. Ça, c'était... Je veux être magicien. Et à l'époque, c'était pas du tout pour ni gagner de l'argent, ni pour voyager. C'était simplement pour être différent, pour faire rêver les gens. Et vous savez, un gamin de 8 ans, quand il fait un tour de magie à un grand, tout d'un coup, il est quelqu'un. Voilà. Et c'est ça qui m'a plu quand j'ai commencé à faire le tour de magie. Quand je voyais les grands qui disaient « Waouh, mais comment t'as fait ? Tu l'as mis où la pièce ?» Ça, c'est génial. Voilà. Quel petit garçon vous étiez ? Turbulent, mais en même temps, j'adorais bricoler, réparer, trafiquer. Un jour, j'ai démonté les toilettes de mes parents parce que je voulais savoir où l'eau partait. Voilà, j'étais curieux. Voilà, je m'intéressais à tout ce qu'il y avait autour de moi. Maintenant, c'est votre fils qui va monter sur scène, si j'ai bien compris ce que vous avez dit tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on ressent quand on est un père et que justement on passe un peu le flambeau, comme ça, c'est pas tout à fait ça, mais à son fils ? Je pense que ça va être un moment très émouvant. Quel conseil vous donneriez aux jeunes qui ont envie de faire comme vous, suivre la même carrière que vous, faire de la magie ? Allez-y, foncez, n'écoutez personne. Si vous avez envie de faire ça,
à manipuler. Amusez-vous dans votre chambre, ouvrez des bouquins, entraînez-vous. Et vous verrez que vous y arriverez et vous aurez le plus beau métier du monde. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à tous nos auditeurs pour leur donner envie de venir voir le spectacle ? J'ai envie de leur dire que venez voir des spectacles en live. Parce qu'aujourd'hui, j'ai presque 60 ans. Je donne toute mon énergie. Un jour ou l'autre, je ne serai plus là. Et il restera des vidéos. Mais c'est pas pareil. Il se passe quelque chose de magique quand on va voir un artiste. Merci Dany Larry. Merci. Tic Tac, le nouveau grand spectacle de Dany Larry à découvrir en famille le 21 et 22 février au Casino de Paris et en tournée dans toute la France. Et bien voilà, Que faire des mômes pour aujourd'hui, c'est terminé. Pour écouter ou réécouter cette émission en podcast, rendez-vous sur notre site internet quefairedesmômes.fr. Venez partager vos impressions sur Instagram, Twitter et Facebook. Merci pour votre fidélité. Je vous embrasse fort ainsi que ma petite nièce Erika. Bye bye.